Il y a 80 ans, la police française arrêtait 13 152 juifs, 3 118 hommes, 5 919 femmes et 4 115 enfants qui seront déportés et assassinés à Auschwitz. Ça s'est passé en plein Paris. Dans le contexte de l'occupation allemande, les juifs étaient déjà marqués, obligés de porter l'étoile jaune, avec des métiers, des lieux qui leur étaient interdits. Il y avait même déjà eu d'autres rafles l'année précédente, 3 différentes, mais jamais aucune de cette ampleur et surtout visant des femmes et des enfants. Laurent Joly, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes donc historien, auteur entre autres de La rafle du Veldiv, tout un ouvrage donc consacré à cette rafle. Puisque nous sommes dimanche matin, on retourne donc 80 ans en arrière, du 17 juillet 2022 au 17 juillet 42. La rafle du Veldiv a commencé la veille. Que se passe-t-il donc cette matinée du 17 juillet 42 pour les Juifs de Paris et de sa région? Où en est cette rafle? La police municipale a programmé de continuer la rafle jusqu'à midi, jusqu'à 13h environ. Donc la rafle a commencé la veille, elle a duré toute la journée et elle doit s'achever donc à 13h. Donc les policiers qui avaient opéré la veille, ils continuent. Ils retournent aux adresses. Sauf qu'ils vont en trouver moins que la veille. La veille, ils en ont trouvé 11 833. Ils vont en trouver à peu près 1400 le 17 juillet. Ce qui veut dire que les gens ont plus fui que la veille, puisqu'il y a une sorte de panique qui s'est diffusée dans les quartiers parisien. Il y a des différences au niveau des arrestations en fonction des différents quartiers. Il y a des quartiers où il y a des arrestations plus massives que dans d'autres. Pourquoi ? Oui, il y a plein de facteurs. On pourrait passer une émission entière à les dénombrer. Mais disons que ce que je retiens, c'est que dans les arrondissements où il y avait le plus de juifs, ça paraît contre-intuitif, dans le 11e, le 4e, le 3e, le 20e, les gens ont davantage échappé aux arrestations que là où ils étaient plus disséminés, parce que l'information a mieux circulé, et donc il y a eu plus de possibilités d'entraide et de solidarité. Là où il y avait, par exemple en banlieue, on a arrêté beaucoup plus de juifs en proportion, 42% des juifs visés ont été trouvés en banlieue, Vincennes, les Lilas, Montreuil, etc., et 27% au cœur de Paris. Donc on voit qu'il y a 15 points d'écart, vous voyez, donc c'est vraiment considérable. Donc il y a plein de facteurs qui expliquent ce qui est pour la police un demi-échec. Et aussi une chose que je ne sais pas si certains commissaires ont dit vous faites toutes les visites le premier jour et puis vous continuez ce que vous n'avez pas trouvé, ou s'ils s'étaient répartis dans les 2 jours, ce qui fait que le 17 juillet, il y a moins de monde qu'on trouve. Donc vous voyez, il y a encore des choses qu'on ne sait pas précisément, mais ce qui est certain, c'est que la police avait beaucoup plus de latitude que ce qu'on pensait. Pour en revenir à ce qu'est cette rafle, puisqu'il y en avait eu d'autres avant, cette rafle, sa particularité, c'est qu'on va arrêter les femmes et les enfants, et ça, peut-être, les Juifs ne s'y attendaient pas. Alors là aussi, l'information a été plus ou moins bien diffusée. Dans les arrondissements centraux, on se rend compte que les gens savent que demain, on va arrêter les femmes. Mais comment ils le savent ? Parce que la rumeur s'est répandue. Vous savez, la première réunion préparatoire, elle a eu lieu le 7 juillet. Donc entre le 7 juillet, puis ensuite, c'est le fichier des employés qui ont trié les fiches. Donc elles savent bien, ce sont des femmes au fichier juif, qu'on va arrêter des femmes. Donc l'information a circulé, puis ensuite les fiches, elles arrivent dans les arrondissements, dans les commissariats d'arrondissement et de banlieue le 13 juillet au soir. Donc on sait qui on va arrêter. Donc l'information s'est répandue. Et quand on est loin, si vous voulez, du cœur de Paris, on se dit c'est une vague rumeur, on ne peut pas arrêter des femmes, des enfants, c'est pas possible. Donc on va avoir moins tendance à se cacher. Oh, mais en revanche, ça a été vraiment une traînée de poudre, Rachel Gignac le dit bien, dans les quartiers de l'Est parisien. Là, on savait qu'on arrêterait des femmes et des enfants. Vous avez mis des mots sur ce qui se passe ce jour-là. La préfecture de police de Paris, dites-vous, était jusqu'à présent un simple exécutant, et là, elle devient complice. C'est quoi Oui, je pense qu'il y a une vraie différence entre les rafles de 41 et les rafles de 42, parce que quand on regarde attentivement les rafles de 41, on se rend compte que le gouvernement de Vichy est même pas au courant, souvent, qu'elles vont avoir lieu. Il est mis devant le fait accompli, et la police est simplement exécutante, c'est-à-dire que les gens qu'on va arrêter sont définis, sont désignés par l'occupant. Ce qui se passe en 42, et c'est le fruit de la politique criminelle du chef de la police de Vichy, René Bousquet, c'est qu'on négocie avec les Allemands et que du coup, on va
préparer avec eux et qu'on va décider qui on va arrêter en lien avec eux. Du fait, l'État français devient complice de cette politique allemande. Est-ce que l'État français avait la possibilité de refuser ? Absolument, ils pouvaient tout à fait faire du droit, tout simplement, ou alors en référer au principe humain, ce que fait le gouvernement danois, ce que fait l'administration municipale de Bruxelles, qui dit on n'a pas le droit de mettre la police municipale au service de la politique allemande pour arrêter des gens chez eux. Si on fait ça, on risque des poursuites judiciaires pour séquestration illégale. Donc, ils utilisent l'arme du droit et les Allemands sont obligés d'opérer par eux-mêmes, ce qui fait qu'à Bruxelles, on va arrêter beaucoup moins de juifs qu'à Anvers, ou à l'inverse, vous avez un maire qui va collaborer. Donc, Vichy ne s'est pas du tout abrité derrière les outils dont il pouvait, la convention d'armistice ne prévoit en aucun cas d'arrêter des femmes, des enfants, la convention de la Haye aussi. Vichy fait de la politique. Et cette politique consiste à donner satisfaction aux Allemands, c'est la collaboration, et à se débarrasser du maximum de juifs étrangers. C'est la politique antisémite propre de Vichy. Alors, il y a quelque chose aussi de marquant quand on entend tous ces témoignages de survivants, c'est qu'à chaque fois, ils disent « j'ai pas vu un seul Allemand, il y avait que la police française ». Oui, c'est ce qui caractérise la rafle du Veldiv, et c'est le choc aussi pour les victimes qui, à Paris, en France, on est normalement protégé par la police. On les appelle les gardiens de la paix, vous voyez, ces agents de la police municipale qui vont arrêter les juifs. Donc il y a là quelque chose d'anormal et de très blessant pour ceux qui en ont été les victimes. Alors, quelque chose d'anormal, de très blessant, et puis il y a aussi quelque chose de troublant qui semble logique, c'est-à-dire que quand la police arrive chez les gens pour les arrêter, eh bien évidemment, il y a des gens qui ont peur, il y a même des gens des juifs qui se suicident ce jour-là, il y a des pleurs, des cris, etc. Et on dirait que tout ça, en fait, n'avait pas été pris en compte ou anticipé. C'est dû à quoi ? C'est dû à la déshumanisation des juifs ou c'est autre chose ? D'abord, l'énormité de ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire que la préfecture de police de Paris, elle est un peu tributaire, et même complètement tributaire d'une décision politique. Et donc, quand on dit à des administrateurs, à des policiers, voilà, vous devez arrêter le maximum de juifs étrangers, ils le font. Mais ils le font dans un certain désordre. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc évidemment, ils n'ont pas pensé à tout. Donc, ils ont brassé large pour les fiches. Ils ont rédigé des belles circulaires. Mais en pratique, ça ne s'est pas passé comme ils le pensaient. D'où le chaos du Veldiv. Parce que les gens ne sont pas arrivés au Veldiv avec ce qu'on leur avait demandé de prendre. La nourriture pour 3 jours, de quoi dormir. Non, les gens arrivent démunis la plupart du temps. D'où ce chaos terrible des journées du Veldiv. Alors, il y a quand même le comportement des policiers est très différent. Hein. Il y a des policiers qui font du zèle, et puis il y en a d'autres qui, par exemple, détournent la tête quand il y a des enfants qui s'enfuient, etc. C'est ça qui a permis aux Juifs d'échapper à cette rafle. C'est l'élément central. C'est pas l'élément central. L'élément central, c'est la rumeur. C'est-à-dire qu'on a su. Donc vous voyez, c'est avant les opérations. Et donc beaucoup de gens ont pu prendre des dispositions ou sont restés chez eux. Mais ce que j'ai vraiment découvert en travaillant sur les dossiers d'épuration de la préfecture de police de Paris, j'ai vu les 4000 dossiers, c'est la gamme d'attitudes possibles qu'ils avaient. Le fait d'être en renfort ou pas. Vous avez beaucoup de renforts dans certains arrondissements. Donc là, quand on est en renfort, on va être moins zélé parce qu'on n'a pas le chef habituel. Il y a plein comme ça de facteurs qui expliquent qu'au bout du compte, c'est le paradoxe de la rafle du Veldiv, les 2/3 des gens visés à la date des 16 et 17 juillet 42 ont échappé à l'arrestation. On voit pas ça à Amsterdam, on voit pas ça à Anvers. Donc c'est une forme de singularité aussi de la rafle. C'est l'opération la plus monstrueuse et en même temps, c'est le taux d'échec le plus important. Vous aviez déjà consacré un chapitre à la rafle du Veldiv dans votre ouvrage « L'État contre les Juifs ». Là, pourquoi avoir ensuite consacré un ouvrage entier à cette rafle ? Parce qu'il y a plein de questions qui restaient dans l'ombre. Par ailleurs, j'ai écrit un film avec David Kornbrosa qui sera diffusé ce soir à 17h25, cet après-midi, sur France 5. Et donc, forcément, quand on reprend l'enquête pour un documentaire, ça faisait longtemps, ça faisait 20 ans que je me dis, il faut faire un jour un livre sur la rafle du Veldiv. Et par exemple, pour mon chapitre sur l'État contre les Juifs, je n'avais travaillé que sur les dossiers des commissaires.
Donc j'avais trouvé des choses déjà. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les gardiens de la paix, c'était les agents ordinaires. Et là-dessus, j'ai pu vraiment trouver beaucoup d'éléments qui permettent d'incarner la rafle du point de vue de son application policière concrète. Alors justement, pour vous, c'est important de faire de l'histoire incarnée. Est-ce que ce qui se passe dans la rafle du Veldiv, pour vous, historien, c'est aussi la quintessence de l'usage et de la nécessité de cette histoire incarnée? Oui, c'est indispensable parce que quand vous avez des théoriciens de l'identité nationale qui vont vous dire que la rafle du Veldiv est une opération qui était destinée à sauver les Juifs français, voilà, quitte à sacrifier les Juifs étrangers, que c'était les Allemands qui décidaient tout. Il faut rendre les choses palpables, concrètes. Et quand on va au cœur de ce qu'a été concrètement la rafle du Veldiv dans sa préparation et dans sa mise en œuvre, voilà, ça tombe. Et surtout quand on entend les victimes, les témoins qui sont encore là, que j'ai interrogé que nous avons interrogé pour le film, qui sont dans le livre, qu'on se rend compte que les 3/4 des enfants sont français, que jamais Vichy n'a livré autant de Juifs français que le 16 juillet 42. Voilà, vous voyez, rendre les choses concrètes et telles qu'elles se sont réellement passées, c'est la meilleure réponse qu'on peut donner aux falsificateurs de l'histoire. Merci beaucoup Laurent Joly d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Donc la rafle du Veldiv, c'est à voir ce soir à 17h25 sur France 5. Et puis il y a aussi un autre documentaire sur des lettres envoyées par les Juifs qui est visible sur le replay. Et son titre c'est Les Suppliques. Et là, on voit, c'est un très beau film de Jérôme Prieur auquel j'ai participé. Et en fait, c'est les lettres qu'envoyaient les Juifs et les familles de victimes. Et on se rend compte du fait que Vichy a vraiment abandonné les Juifs français, quoi. C'est-à-dire qu'on les laisse complètement tomber. Et ils sont totalement désemparés. C'est un documentaire très beau. Merci beaucoup Laurent Joly. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup.